Merci d'être sur la télévision là-bas et poursuivre le journal de ce jour, mardi 17 septembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction la commune rurale de Liboré, c'est dans le département de Kolo, à une quinzaine de kilomètres de Niamey. Là-bas, c'est pour parler de cet acte salutaire des ressortissants de cette commune réunis au sein de l'ONG internationale Liboré Mazada qui ont décidé donc d'apporter un don de vivres aux populations de cette commune victimes des récentes inondations. C'est un acte salué par les responsables communaux, notamment l'administratrice déléguée de cette commune qui a salué de vive voix les généreux donateurs. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Nafissa Yahaya et Sadoumi. Environ 1 600 000, c'est la valeur en francs CFA de ce don en vivres, gracieusement offert par la diaspora de la commune rurale de Liboré, réunie au sein de l'ONG internationale Liboré Mazada. Destinée aux 20 populations victimes d'inondations, cette donation vise à les accompagner dans ces moments assez difficiles. C'est dans l'intention d'apporter une modeste assistance à nos frères qui ont eu par le passé des inondations dans la commune. Et nous et nos frères qui sont dans la diaspora, nous nous sommes réunis, comme nous sommes déjà organisés, donc dans nos plateformes, dans nos organisations, et nous avons décidé de contribuer chacun pour apporter une aide à la population de la commune de Liboré qui a été sinistrée. Et c'est dans ce sens que nous avons pu mobiliser quelques sommes et que nous avons dépensé dans ce sens. Nous avons offert 200 kits de macaroni et de huile végétable pour 215 familles sinistrées. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour remettre ce don à notre administratrice déléguée de la commune rurale de Liboré. Ça a une valeur de 1 672 705 francs. Essentiellement composé de pâtes alimentaires, ce don a été réceptionné par les autorités administratives et coutumières de la commune. Occasion pour le chef de canton et l'administratrice déléguée de la commune de témoigner leur gratitude à ces généreux ressortissants. Le fait de penser la diaspora, penser à la population de Liboré, ça m'a trop ému. Je ne veux que leur dire merci. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Penser à ses frères et sœurs qui sont de l'autre côté. Eux, ils ont eu l'idée, ils ont eu l'initiative de se mobiliser, de cotiser une somme à la valeur d'1 672 705 francs. Ils ont pensé à dépenser, à acheter des kits pour les gens qui ont eu des inondations. Je ne peux que leur dire merci. Et je lance un appel aux autres d'emboîter les pas, de penser, il faut qu'on s'entraide. Dans ces moments difficiles, il faut penser à son frère. C'est partout au monde, ce n'est pas le Niger seulement. Et ce n'est pas à la commune de Liboré seulement, c'est partout au Niger et dans le monde entier en général. Donc je lance un appel aux autres aussi, membres de la diaspora, de penser à leur commune, comme la diaspora de Liboré a fait ça, penser à la population de Liboré. Au nom de la population de Liboré, je ne peux que leur dire merci. Merci et de continuer dans ce sens. C'est ainsi 215 ménages qui vont bénéficier de ce don, le énième du genre de l'ONG internationale Liboré Mazada en faveur du développement local. Merci Nafissa Yahaya et du courage aussi aux généreux donateurs. Retour ici à Niamey et nous atterrissons à l'hôtel Bravia qui a servi de cadre ce mardi à une conférence publique sur les enjeux et défis liés au secteur des hydrocarbures. Cette conférence a été animée par l'associé et gérant de 3M Partenaires et Conseils. C'est ce que nous résume ici Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou.
Enjeux et défis liés au secteur des hydrocarbures. C'est sous ce thème que s'est tenue la présente conférence organisée par 3M, partenaires et conseils en collaboration avec le cabinet Sassou Sarl. Ces assises visent à comprendre l'esprit et la philosophie du contrat de partage de production qui est le dispositif utilisé pour l'exploitation des hydrocarbures. Le Niger a enregistré en juin 2024 ses premières exportations de brut. Cela fait du Niger un pays africain producteur de pétrole. Il convient à cet effet que le contrat de partage de production qui est utilisé pour l'exploitation de ces hydrocarbures puisse être maîtrisé, maîtrisé par les différents acteurs pour que ce contrat, notamment les avantages, les bienfaits de ce contrat, puissent bénéficier à l'ensemble de l'économie nationale. N'oublions pas que ces contrats doivent pouvoir permettre d'assurer une transformation de l'économie nationale pour éviter que nos pays africains se retrouvent comme étant uniquement des pays de rente. Donc ces mécanismes, ce dispositif juridique qu'est le CEPP doit pouvoir permettre à l'État nigérian de pouvoir tirer pleinement profit des avantages et des bénéfices de ce contrat pour assurer la transformation et la diversification de l'économie. Après un exposé très édifiant, le conseiller en pétrole du président de la transition du Niger a salué l'expertise du conférencier tout en soulignant l'importance du contrat de partage de production dans l'économie nationale. L'importance de ce contrat de partage de production dans les économies nationales, au-delà même du pétrole, du secteur du pétrole, parce qu'il a toute son importance dans le secteur du pétrole, l'État arrive à mettre la main, à contrôler sur toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière, de l'exploration recherche, jusqu'à la distribution, s'il faut l'appeler ça ainsi, en passant par l'exploration, l'exploitation, le développement, donc maintenant les forages, l'exploitation, le transport de pétrole. Donc l'amont pétrolier se limite à ce niveau-là. Et les contrats de partage de production, justement, donc, ont leur valeur, ont leur importance, justement, dans l'amont pétrolier. Mais dès lors que vous maîtrisez l'amont pétrolier, donc le reste, il y va de soi. Donc le secteur intermédiaire et le secteur aval. Le secteur aval, il va de soi que c'est le raffinage et la distribution des produits pétroliers. À noter que cette conférence a réuni tous les acteurs intervenant dans le domaine pétrolier et de l'industrie extractive. Le but est de maîtriser et de gérer les enjeux et défis du secteur pétrolier nigérien. La rencontre a pris fin autour d'un buffet offert toujours par la société 3M Partenaires et Conseil, qui est un cabinet africain indépendant et spécialisé dans les métiers du contrôle et du droit. Merci Nfissa Zakou. De l'hôtel Bravia, rendons-nous à l'hôtel Univers de Niamey qui a servi de cadre aussi ce matin pour les travaux d'un atelier de validation du rapport alternatif de mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines de traitement cruel, inhumain et dégradant. Donc, cet atelier est organisé par le collectif des organisations de défense des droits de l'homme au Code en collaboration avec le Haut Commissariat des droits humains. Cet atelier qui va durer 2 jours donc réunit tous les acteurs œuvrant dans ce domaine. Précision de Moussoumana et Chebissou. L'ensemble des associations œuvrant dans le cadre de la protection et la promotion des droits de l'homme au Niger se voient ainsi représentés à travers la présente rencontre d'échange portée par le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie. Une rencontre qui vise à se pencher sur le rapport alternatif de mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en vue de son adoption. Procédant à l'ouverture officielle de cet atelier, le représentant du ministère de la Justice n'a pas manqué d'attirer l'attention des participants sur la problématique de la Convention, objet de cette rencontre. La Convention contre la torture, c'est une des conventions les plus contraignantes
Donc ces dispositions visent essentiellement les agents de l'État. Donc vous savez, la torture dans sa forme que vous connaissez et autres peines de traitement cruel, inhumain ou dégradant, tous ces comportements sont proscrits. Et c'est des comportements qu'il s'agisse des temps de paix ou des temps de guerre. Donc on ne peut rien invoquer pour vraiment justifier la torture. Donc pour vous dire que le présent atelier est très très important. Je sais qu'au bout de ces 2 jours, vous allez découvrir des choses. Non seulement ce n'est pas pour vous appuyer, mais vous allez découvrir qu'il y a certains comportements qu'on considère comme banals, mais malheureusement qui peuvent être constitutifs d'infractions et qui peuvent vous envoyer en prison. En marge de cette cérémonie, le secrétaire exécutif national du Code a pour sa part levé tout équivoque sur le rapport alternatif des organisations de la société civile, tout en soulignant son importance. Nous faisons ce rapport-là alternatif à celui de l'État du Niger. Ça complète l'État du Niger, les rapports de l'État du Niger, pour dire voilà ce que nous, en tout cas nous, à nos yeux, à notre analyse, voilà ce qui est la mise en œuvre de cette convention. Que ce soit la torture en milieu carcéral, que ce soit le respect des, en tout cas les traitements inhumains et dégradants dans tous les domaines. Donc nous faisons des rapports, que ce soit les droits des femmes, les droits des minorités. Donc c'est tout ça là qui constitue l'ossature de notre rapport. À la fin de notre, en tout cas des 2 jours de cet atelier-là, nous allons faire des recommandations à l'État du Niger que nous allons, en tout cas pour améliorer son rapport. C'est vrai que son rapport a déjà été adopté, mais c'est des rapports complémentaires. Nous allons donner notre version, notre en tout cas point de vue, sans en tout cas remettre en cause ce que l'État a dit. En matière de droits humains, vous savez, les États sont complémentaires dans le système des Nations Unies. Les États ne se querellent pas. Il n'y a pas de, nous sommes tous des Nigériens, nous œuvrons pour la même cause et nous profitons pour, en tout cas, pour dire qu'aujourd'hui, les droits humains font partie des meilleurs ambassadeurs. C'est un des baromètres pour le respect en tout cas de nos pays à l'international. Aujourd'hui, nous contribuons en tout cas au rayonnement. Ce que nous faisons là, nous pensons que c'est notre modeste contribution pour le rayonnement de notre pays sur la scène internationale, surtout dans ce contexte de, en tout cas, de quête de souveraineté, en tout cas où nous pensons que nous devons travailler à l'interne. Chacun doit apporter sa contribution. Nous pensons qu'à nos yeux, c'est notre modeste contribution pour faire avancer en tout cas le rayonnement de notre pays à l'international. Ainsi, 48 heures durant, ces hommes et femmes des organisations de la société civile nigérienne qui luttent pour la promotion et la protection des droits de l'homme sont appelés à passer au peigne fin ce document d'analyse du respect des lois, des politiques publiques, mesures et pratiques, mais aussi les écarts observés dans la mise en œuvre de la Convention sur la torture, autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants depuis le dernier rapport. Merci Adam Ousmana. Parlons santé à présent. Après la définition du rhumatisme, cette maladie qui attaque les articulations, aujourd'hui, notre spécialiste, Dr Sissé Fanat Moussa, nous édifie sur les symptômes de cette maladie. On l'écoute. Concernant les symptômes, là, ça va dépendre du type. Ça va dépendre du type. Quand je suis devant une arthrose, évidemment, la symptomatologie diffère. Et quand je suis devant un rhumatisme inflammatoire qui soit aigu ou chronique, là aussi, la symptomatologie diffère. Les symptômes typiques, c'est que c'est un patient qui va venir, qui se plaint de douleurs, soit articulaires, avec ou sans gonflement, des douleurs musculaires, qui soient aiguës ou chroniques, avec ou tuméfaction, des douleurs articulaires, comme par exemple au niveau de l'épaule, dans le cadre des tendinites. Donc, ce sont surtout ces symptômes-là qui amènent les patients à consulter. Ces patients viennent, j'ai mal, ils vont décrire le type de douleur, la localisation, et maintenant, quitte au médecin d'aller voir de quoi il s'agit exactement. Mais généralement, c'est la douleur avec ou sans gonflement. Et 2 fois, dans certains cas, c'est la réduction de la mobilité. On a parlé de ces pathologies dégénératives comme l'arthrose. Pour faire le diagnostic de l'arthrose, c'est surtout la radiographie. À la radiographie, on constate le pincement. Donc là, absolument, quand le malade vient, on pense à ça. On fait une radiographie pour vérifier. Si c'est dans le cadre des rhumatismes inflammatoires, par exemple dans la goutte,
il y a le dosage de l'acide urique. Après le bilan inflammatoire, bien sûr, qui est un bilan, on parle d'une douleur inflammatoire. Le marqueur spécifique, c'est surtout on fait le dosage de l'acide urique pour voir, dans ces cas, le taux est généralement élevé. Bien que la phase de début, pendant la crise, le taux d'acide urique peut être normal, mais ça, ce n'est pas dans tous les cas. Mais absolument, on doit faire le dosage de l'acide urique pour faire le diagnostic. Ça, c'est le rhumatisme aigu. Pour la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, après le bilan inflammatoire qu'on demande pour faire le diagnostic, ça dépend de la phase aussi. Donc, en phase de début, il y a les anticorps, comme on a eu à le dire, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune. Donc là, il y a le dosage des anticorps qu'on peut faire pour poser ce diagnostic. Pour la polyarthrite rhumatoïde, il y a les anticorps qui sont spécifiques, comme les anticorps anti-CCP, qui sont disponibles à l'hôpital. Les facteurs rhumatoïdes peuvent accompagner le diagnostic renforcé et en même temps, c'est un facteur pronostic. Les anticorps antinucléaires permettent de faire le diagnostic des autres types de rhumatisme inflammatoire, comme les connectivites par exemple. L'antigène HLA B27 par exemple est un examen aussi qui permet de renforcer aussi le diagnostic. Ce n'est pas spécifique, mais quand on l'a, ça renforce le diagnostic et ça a aussi un effet pronostic. Donc, ces genres d'examens, on peut les faire. Il y en a qui sont disponibles à l'hôpital, mais il y en a qui ne sont pas encore disponibles, mais on espère que bientôt on peut les avoir. C'était là donc les explications du docteur Cissé Fanata Moussa, le rhumatologue, donc sur les symptômes de cette maladie. D'autres détails dans le prochain numéro. Dernier aspect de cette édition, c'est pour parler de cette caravane organisée hier par la structure des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA à l'occasion du premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel AES. Cette caravane a sillonné les grands carrefours de la capitale hier pour notamment réaffirmer l'engagement et la détermination des membres de ces structures à soutenir les dirigeants des pays membres de l'AES. Le résumé avec Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. C'est par cette caravane de partage d'informations et d'invitation qui a sillonné plusieurs grands acteurs de la capitale pour terminer ses courses à l'escadrille de Niamey où des animations culturelles étaient prévues. Et le réseau de femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA a marqué le premier anniversaire de création de l'Alliance des États du Sahel AES. Dans un bref rappel du contexte, la coordinatrice du réseau FESPA a salué l'idée de création de l'organisation tout en émettant des attentes pour l'avenir. Il s'agit d'un premier anniversaire de la création de cette alliance. Anniversaire pas comme les autres où il faut se réunir pour fêter, souffler sur les bougies et partager les gâteaux. Il s'agit plutôt d'un anniversaire pour louer la grandeur et la hauteur d'esprit, ainsi que la vision stratégique ayant caractérisé nos trois leaders éclairés, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, le colonel Assimi Goïta du Mali et le général Abdraman Chani du Niger. Mesdames et messieurs, il s'agit d'un anniversaire pour magnifier la résilience, le sursaut patriotique, le sacrifice et la bravoure ayant caractérisé la conduite de nos trois peuples. Il s'agit d'un anniversaire de réflexion, de construction et de consolidation des acquis de la paix, de l'unité nationale et de la communion de nos peuples. Il s'agit d'un anniversaire de travail, de prospection et de prospective pour l'avenir du Sahel en particulier et de l'Afrique en général. Mesdames et messieurs, chers invités, cet anniversaire nous rappelle ce qu'a dit Kwame Nkrumah, et je cite: « L'Afrique a besoin d'un nouveau type de citoyen, dévoué, modeste, honnête et bien informé, qui renonce à lui-même pour
servir la nation et l'humanité, qui est la convoitise en horreur et déteste la vanité. Un homme nouveau dont la force soit l'humilité, la grandeur, l'intégrité. Le président de la Convergence pour la souveraineté des nations du Sahel, COSNAS, a décrit également un bilan satisfaisant. En un an de la création de l'Alliance des États du Sahel, d'abord nous sommes passés en confédération. Ça veut dire que les liens sacrés sont en train d'être unis. Et sur le plan sécuritaire, un grand pas est en train d'être fait. Un grand pas, ou du moins, a été fait. Sur beaucoup en tout cas de plans, il y a eu une avancée significative. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour nous, pour tous les peuples de l'AES, surtout que nous sommes la Convergence pour la souveraineté des nations du Sahel, donc nous sommes là pour cette souveraineté, donc nous voulons coûte que coûte reconquérir et en cela nous faisons confiance à nos 3 chefs d'État. Voulu par les 3 chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour des questions de défense commune, l'Alliance des États du Sahel AES s'éveille aussi la perspective d'une alternative aux organisations contrôlées par l'extérieur. Merci Boubacar Ibrahim. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.